Oh, anda de baile para. Oh, 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 odi, oh, ah. Soma manasuma fola manasuma lava ke tuma na tuma sigi tuma mi karabi o ye fola mi ma ke bi o te fo oh oh wala mi ma biena ni odi Kebole fobo ye me kera boye fonla ne Oh ambate baile bara Namu 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 Ce soir, nous allons vous conter la destinée d'un grand quelqu'un. Nous allons prendre ces mots, en ajouter quelques autres et vous les restituer. Nous allons vous parler d'un homme que nous n'avons pas connu malheureusement, mais qui a beaucoup compté pour nous, pour le Mali, pour l'Afrique. Un homme de parole, un homme de paix et de rigueur, un homme d'humour et de rigueur. Nous ne l'avons pas connu, mais nous allons vous dire que nous l'avons rencontré, nous allons dialoguer avec lui et il faudra nous croire. L'histoire que nous allons vous raconter est vraie, même si ça et là, nous avons posé quelques graines de rêve et d'envie. Depuis longtemps, nous souhaitions lui parler, lui poser les 1001 questions qui trottaient dans la nuit de nos doutes. Je crois que nous voulions simplement l'entendre. Alors, nous avons imaginé un rendez-vous avec lui, avec ces mots. Oh, ambate baile bara Namu 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 oh C'est une fin d'après-midi à Marcory, faubourg d'Abidjan. À peine entré, je l'entends me dire: je suis à la fois religieux, poète, traditionnaliste, initié aux sciences secrètes Peul et Bambara, historien, linguiste, ethnologue, sociologue, théologien, mystique musulman, arithmologue et arithmosophe. J'aime rire et faire rire. Sous cet angle, je ne suis pas loin des comédiens, je suis conteur. Je ne suis pas loin des comédiens. Lui, nous dire que nous sommes proches. Vous vous rendez compte? Je suis un diplômé de la grande université de la parole, enseigné à l'ombre des baobabs. Une belle école où tout paraît simple, apprendre une évidence, connaître le résultat d'une curiosité. Il suffit d'être là, à l'écoute, disponible. Pour lui, c'est facile sans doute, mais pour nous, c'est plus difficile. Écoutons. Ça andi à anda. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Ça anda à andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Le savoir est plus précieux que l'ambre pur et le corail blanc. Il vaut mieux que l'or sans mélange et le diamant sans altération.
Pourquoi? Parce que le savoir est l'unique fortune que l'on peut entièrement donner sans en rien la diminuer. Les baobabs sont d'excellents professeurs et Amadou, c'est son prénom, retient très bien la leçon. Mais il est temps que je vous dise ce que je sais de lui. Il est né en février. Bon, peut-être février 1900 tout rond. Ainsi, non? Une enfance dans une famille noble très vite troublée par la séparation de ses parents et la perte de son père qui s'appelait Ampateba. Oui, il porte le nom de son père, un fidèle du chef religieux El Hadj Omar, conquérant, fondateur de l'empire qui s'étendait sur toute la région, en Guinée, au Sénégal, au Mali. Son père meurt quand il a 3 ans, sa mère se remarie à un noble tout couleur, un engagement religieux paternel, une séparation, un remariage qui valent à la famille quelques tracas et autres querelles de minarets dans une région où l'histoire est présente dans toutes les mémoires, où chefferie et royaume s'affrontent sous un regard colonial qui tente de s'imposer. Faidherbe Bokalini offre son passé par l'enfant. Une belle naissance dans la lignée sur le corps du papillon. Oui, si vous regardez la carte du Mali, elle dessine un papillon penché, posé sur le continent. En bas de l'aile gauche, il y a Bamako, la capitale. Et si vous allez vers l'autre aile, en suivant le Niger, le fleuve, vous apercevez la ville de Guinée, puis vous arrivez à Mopti. Puis si vous allez un peu plus loin par la route, vous arrivez sur la falaise Togon. C'est là qu'est né Amadou Ampateba à Banyangara, un lieu extraordinaire qui domine la plaine. Superbe, majestueux. Les cases y sont étroites et accrochées au moindre mètre carré de terre pleine. Une splendeur du monde. Un lieu qu'il va quitter afin de rejoindre ses parents, de suivre ses parents contraints de partir en pays Bambara à plus de 600 km. Un autre monde, un autre univers culturel. Là, il assiste aux soirées au cours desquelles les griots, les musiciens, les sacs à parole livrent les secrets des temps anciens, la généalogie des puissants et la mémoire des hommes. Attentif, curieux, Amadou entend et écoute. L'un des conteurs se nomme Koulel. Avec lui, il entre dans la fabuleuse case des contes et légendes. Il est si proche qu'on le surnomme Amkoulel. Amkoulel. Autrement dit, le petit Amadou de Koulel. Il gardera ce nom comme titre du premier volume de ses mémoires. Amkoulel, l'enfant Paul, dans lequel il compte les 20 premières années de sa vie, les instants d'enfance, des instants de découverte, les associations d'enfants, les jeux, les frasques, les maraudages, la chasse au gecko, au margouilla, les petits soldats en terre glaise. Il côtoie aussi un initié bambara, forgeron et circonciseur qui lui fait connaître d'autres récits et d'autres légendes. Avec lui, il entreaperçoit le monde des interdits, du mystère et de l'humain. Grâce à la technique de mémorisation auditive de l'école coranique, quelle que fût la longueur d'un récit ou d'un conte, il l'enregistrait entièrement dans sa totalité. Une mémoire extraordinaire qui donne envie d'apprendre, d'entendre et d'apprendre et même de prendre ces mots, d'y ajouter ma part de rêve d'un soir, de poursuivre ensemble sur le chemin de son destin, le fabuleux destin d'Amadou Ampateba. Tuma
tuma sigi tuma ma bali madoni odi namu Angui magi jalo jakite siriba ani sangari flashi nani ani jatara shinani nyamakala sansa ani bore sansa koli dima koli ani koli pan koli pilo mani mani nege dadu makenge fembe malo ko fla fembe gasa fari ko fla ni fembe sama ko fla wala ni balo kera sura fana ito go do fembe shi bongo la fla ke kamele no isa iti jallo jakite ba. Amadou a 8 ans. Il est revenu sur la falaise à Banyangara et ce sont ses premiers pas à l'école coranique auprès d'un maître qui va beaucoup compter dans sa vie, Thierno Bokar. Thierno Bokar, le sage de Banyangara. C'est le titre du livre qu'il écrit pour exprimer sa dette, dire son admiration et sa filiation. À propos de Thierno Bokar, il disait ceci. Tout ce que je suis, je le lui dois. C'est lui qui m'a ouvert les yeux, comme on dit dans les initiations africaines, et qui m'a appris à lire le grand livre de la nature, des hommes et de la vie. Je lui dois ma formation, ma manière de penser et de me comporter, et cette écoute de l'autre qui est peut-être son plus bel héritage. Plus tard, Peter Brook et sa troupe vont adapter le livre. Donc, avec Thierno Bokar, il apprend non seulement les contes et les récits, mais aussi les faits quotidiens, les prières, les anecdotes, le sacré et le profane. Dans la vieille Afrique, il n'y a pas de profane. Tout est religieux, tout a un but, tout a un motif, toujours par conte, par chant, par parole. Rien en Afrique n'est vraiment une distraction simple. Donc, il faut apprendre, ou mieux, apprendre à apprendre, ce qui, des années plus tard, permet de restituer avec précision les souvenirs que n'importe lequel d'entre nous aurait oubliés. Il faut aussi apprendre à distinguer le vrai du faux. Croton. Un jour, un adepte s'en fit trouver un maître. Il lui demanda les enseignements des hadiths, c'est-à-dire les paroles prononcées par le prophète Mohammed au cours de sa vie. Le maître enseigna les hadiths à son élève durant 7 années. Lorsqu'ils furent parvenus à la fin, l'adepte qui s'attendait à recevoir son ijasa, son diplôme, entendit son maître lui dire « Enfin, demain matin, nous allons commencer notre étude des hadiths. Yeah. » Au comble de la stupéfaction, l'élève s'exclama « Maître, je pensais avoir terminé les hadiths et tu sembles m'apprendre le contraire. » « Eh oui, vous avez terminé les hadiths, dit le maître, mais seulement les faux hadiths. Et pourquoi, maître, m'as-tu fait perdre de longues et précieuses années à apprendre les faux hadiths? Eh bien, mon petit, c'était pour te permettre de distinguer les vrais des faux. Il apprend la force des hommes et celle qui les dépasse. C'est un enseignement à la croisée du religieux, de la tradition, du quotidien et du mystique. Mais Amadou est fils de roi et à ce titre, et pour ces enfants-là, l'administration coloniale a prévu un enseignement singulier, une école où sont formés les futurs cadres. Le recrutement y est autoritaire. Il faut aller à l'école française, à l'école des Blancs, à l'école des otages. Et il disait... Dès lors, je pris chaque matin de bonne heure le chemin de l'école qui se trouvait à environ 2 km de la maison. Je portais en bandoulière un sac de toile contenant mes nouveaux trésors, mes cahiers, mes livres, mon ardoise, un beau porte-plume en bois blanc de France muni d'une plume sergent-major, des crayons, un crayon d'ardoise, 2 gommes, l'une à encre, l'autre à crayon, un buvoir, une toupie garnie de sa ficelle, un petit couteau et un sachet contenant quelques friandises, arachides, patates douces, pois de terre. En somme, l'équipement d'un élève du début du siècle passé, un équipement qui lui permet d'obtenir son certificat d'études. À peine celui-ci obtenu, il fuit Djenné, rejoint Cathy
à quelques kilomètres de Bamako, où se trouvent désormais ses parents. Sa mère y vend des tissus et il crée des modèles très appréciés. À propos de Cathy, il disait: lorsque j'arrive à Cathy en juillet 1915, malgré mon âge, j'étais toujours un incirconcis, un blacoro, littéralement un laissé-mûrir. J'étais classé parmi les gamins aux mains sales, ceux qui n'ont aucun droit, uniquement des devoirs. Il doit donc le respect et l'obéissance aux enfants circoncis, même les plus jeunes que lui. Sa cousine l'aidera à franchir ce cap qu'il avait tant souhaité. Et puisqu'il est adulte maintenant, au sens traditionnel du terme, hein, son père adoptif lui offre en cadeau 2 chevaux et lui apprend à monter à cheval. Et selon la tradition pour les garçons, il lui apprend également à broder et à coudre, afin qu'il puisse un jour exercer ce métier comme lui-même ou comme Tchornoboka. En Europe, c'est la guerre. De nombreux tirailleurs sénégalais sont recrutés. D'ailleurs, les tirailleurs n'étaient pas tous sénégalais. Mais ils étaient souvent mis en première ligne. Grand et maigre, Amadou paraît faible aux yeux de l'agent recruteur. Il est reformé pour insuffisance de développement physique et échappe ainsi au départ pour l'Europe et à la guerre. Il retourne à l'école régionale de Bamako. Il doit alors parcourir à pied, matin et soir, les 12 kilomètres qui séparent Cathy de Bamako. En 1917, il obtient un 2e certificat d'études. Incroyable, non? Hein? 2 certificats d'études. Je ne connais personne qui ait eu 2 certificats d'études. Alors, muni de ces 2 certificats, il part à Bamako où il doit préparer le concours d'entrée à l'école William Ponty de Gorée. Gorée, l'île mémoire en face de Dakar, ancienne escale des esclaves. Gorée où se trouve cette école qui forme à l'époque les futurs cadres de l'Afrique de l'Ouest. Les médecins, les instituteurs, bientôt les futurs chefs d'État passent par là. La fameuse école William Ponty. La pépinière pour ses partisans. L'école de la soumission à l'ordre colonial pour ses détracteurs et le cimetière des intelligences africaines pour les plus virulents. Il disait: je suis allé à l'école des savants analphabètes de mon pays avant d'aller apprendre à lire et à écrire en langue française. Je suis un autodidacte de la langue française et un autodidacte de la brousse malienne. Je suis de la pléiade des cadets du XXe siècle, époque où, dans mon pays, apprendre à lire et à écrire en français était plutôt une malédiction. Je ne regrette nullement d'avoir été ce maudit, car la connaissance du français me permet un commerce intellectuel plus élargi. Ainsi donc, à la croisée des cultures, il n'aura de cesse de les conjuguer et de les partager. Ses livres et ses interventions sont des mines de citations qui se prêtent à l'art de la joute. La parole est un fruit dont l'écorce s'appelle bavardage. La chair, éloquence. Le noyau, le bon sens. Ne mangez pas tout. En 1921, il est admis au concours. Mais sa mère refuse qu'il parte à Gorée. Alors, puni pour ce refus, il est affecté aux postes les plus éloignés dans la colonie de Haute-Volta, alors à Ouagadougou, en qualité de, tenez-vous bien, écrivain temporaire à titre essentiellement revocable, précaire et revocable.
Vous avez bien entendu. Écrivain temporaire à titre essentiellement précaire et revocable. C'est le titre officiel qui lui est donné. L'administration coloniale et son vocabulaire ne manquent pas d'humour involontaire. Quelle clairvoyance! Écrivain temporaire pour quelqu'un qui va passer toute sa vie à écrire et qui mourra à plus de 90 ans. Bon. Il reste 10 ans à Ouagadougou où il gravit les échelons administratifs, puis il retourne à Banyangara où il passe 8 mois en compagnie de Thierno Bokar et il revient à Bamako où il est secrétaire de mairie et occasionnellement interprète du gouverneur. Un travail stratégique mais pas enviable, mais toujours entre suspect et suspecté, toujours entre deux, l'un ou l'autre de vos interlocuteurs pensant tour à tour que vous êtes loyal, partiel ou partial. Il exerce son métier avec loyauté, mais il connaît les limites de l'exercice et il n'est pas dupe. Son appartenance à la confrérie islamique Tidjania, réputée hostile au pouvoir colonial, lui vaut quelques ennuis et tracasseries. Il trouve donc refuge à l'Institut français d'Afrique noire à Dakar en 1942 grâce à Théodore Monod. Théodore Monod, fondateur et directeur de cette institution. Théodore Monod. Un sacré personnage. Un baroudeur, un gaillard. Ces Méarés avaient une autre allure que les rodéos polluants et assassins des pseudo-aventuriers du Paris-Dakar. Vous savez ce qu'en disait René Dumont? Une bande de fêtards qui organise un banquet, mais pas chez eux, et qui entre chez un pauvre pour ripailler sans l'inviter à partager. Une manière indécente et meurtrière de prendre l'Afrique pour un terrain de jeu. Et aujourd'hui, c'est le comble. On nous rebat les oreilles avec le Dakar, en direct du Dakar, notre correspondant sur le Dakar. Et ils partent du Paraguay ou du Pérou. Et ils arrivent en Argentine. Un mensonge, un mensonge, un mensonge. Ne t'emporte pas, écoute-moi ça. Ne mangez pas tout. Aux côtés de Monod, il se consacre à l'œuvre de sa vie. La collecte, la transcription et la traduction des textes traditionnels. Il puise dans l'univers des Peuls, ces nomades au long cours, originaires de partout, habitants de nulle part. C'est à cette période qu'il rédige L'Impur Peul du Massina, un ouvrage écrit à partir des seules données de la tradition orale. 15 ans de travail. Quoi? Ah. La parole est la mère de l'écrit. L'écriture est le moyen de fixer l'oralité. L'écriture est une chose, le savoir en est une autre. L'écriture est la photographie du savoir, mais elle n'est pas le savoir lui-même. Pendant plus de 10 ans, il sillonne la sous-région, le Mali, alors Soudan français, la Haute-Volta de nouveau, mais aussi le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, partout. Il écoute, il recueille, il transcrit. C'est peut-être en ces lieux-là qu'il a entendu le conte qu'il utilisera bien des années plus tard, en octobre 1969, au Conseil exécutif de l'UNESCO pour illustrer le conflit israélo-palestinien. En effet, c'est de la querelle des lézards
que viendra alors la leçon. Il n'y a pas de petite querelle. Au moment où les hommes et les animaux parlaient la même langue, un chef de famille aisé vivait dans une contrée fertile avec son chien, son coq, son bouc, son bœuf et son cheval. Un matin, on vient lui annoncer le décès d'un de ses camarades vivant dans un village situé à environ 2 jours de marche. Le chef de famille décide de se rendre à ses funérailles pour lui rendre les derniers hommages et recommande à son chien: surveille ma mère, elle est vieille et malade. Reste devant sa porte. Pour rien au monde, tu ne quittes ton poste. Si tu as besoin d'aide, appelle les autres animaux. Et il part. Quelques jours se passent sans incident, mais un matin de bonne heure, au moment où les rayons de soleil commençaient à dorer les toits des cases, le chien entend un bruit qui provient de la case de la vieille dame. Celle-ci reposait encore sous une moustiquaire. Une lampe à huile brûlait tout doucement à ses côtés. Le chien entend ce bruit qui n'est autre que 2 petits lézards accrochés au plafond de la vieille dame qui sont en train de se disputer le cadavre d'une mouche morte. Le chien voudrait intervenir, mais il ne peut pas. Le maître lui a intimé l'ordre de ne pas bouger de son poste. Alors, apercevant le coq passer, le chien l'appelle. Coq, coq, coq. 2 petits lézards sont en train de se battre accrochés au plafond de la case de notre maître. Veux-tu y aller les séparer? S'ils ne veulent rien entendre, oblige-les à se séparer, parce qu'il n'y a pas de petite querelle comme il n'y a pas de petit incendie. Et le coq qui fait: comment ça? C'est à moi que tu oses t'adresser, moi le roi de la basse-cour, chargé d'annoncer chaque matin le lever du soleil, d'aller m'occuper d'une vulgaire querelle de lézards. Barbu comme un patriarche, le bouc vint à passer. Bouc, 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 bouc. 2 petits lézards sont en train de se battre accrochés au plafond de la case de notre maîtresse. Veux-tu aller les séparer? Comme tu le sais, il n'y a pas de petite querelle comme il n'y a pas de petit incendie. Mais dis donc, mais pour qui tu te prends? C'est à moi que tu oses t'adresser. Moi, le maître incontesté de toute une maisonnée de chèvres, d'aller m'occuper d'une querelle de lézards. Pendant ce temps, les 2 petits lézards continuent à se battre, à se mordiller, à se tortiller et à se donner des coups de patte violents. Apercevant le bœuf en train de ruminer tranquillement dans un coin de la cour, le chien l'appelle. Bœuf, bœuf, bœuf. 2 petits lézards sont en train de se battre accrochés au plafond de la case de notre maître. Veux-tu y aller les séparer? Comme tu le sais, il n'y a pas de petite querelle comme il n'y a pas de petit incendie. Vraiment, fais le bouc, le bœuf, mais dis donc, mais c'est pas possible. T'es gonflé, toi. C'est à moi que tu oses t'adresser, moi, le plus fort des animaux de cette cour. D'aller m'occuper, un mot de plus, je t'éventre avec mes cornes effilées. Le chien rabat ses oreilles. Apercevant le cheval passer, le chien fit une dernière tentative. Cheval, 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 cheval. 2 petits lézards sont en train de se battre accrochés au plafond de la case de notre maîtresse. Veux-tu aller les séparer? Comme tu le sais, il n'y a pas de petite querelle comme il n'y a pas de petit incendie. Vous faites le cheval? Ben dis donc, tu as une bien mauvaise opinion de moi. Alors que le coq, le bouc, le bœuf n'ont pas voulu s'occuper de cette vulgaire histoire de querelle entre 2 petits lézards pour une mouche morte, c'est à moi que tu oses t'adresser, moi, le plus noble, le impur sang, consacré uniquement à la course, d'aller m'occuper d'une querelle de lézard. Pendant ce temps, les 2 petits lézards continuent à se battre, à se mordiller, à se tortiller et à se donner des coups de patte violents. Ils se battent tant et si bien qu'ils se détachent du plafond pour venir tomber sur la lampe à huile. La mèche enflammée sort de la lampe. Elle effleure la moustiquaire. Bientôt le lit est en feu. La vieille dame crie au secours. Les voisins accourent. On jette des calebasses remplies d'eau sur le feu. À force, le feu s'éteint. La vieille dame est très gravement brûlée. Elle respire encore, mais sa vie ne tient qu'à un fil. On envoie un gamin sur le dos du cheval. Bientôt, bien sûr, le cheval. Et pour aller annoncer la nouvelle à son fils. Le gamin est content de monter sur le cheval. Alors, il le fait galoper, galoper, galoper,
la matinée, sans même donner une seule seconde au cheval de reprendre son souffle. Avisé, le chef de famille remonte sur le même cheval, tout en sueur. En plus du gamin, ils font le trajet contraire. Ils le font galoper, 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 galoper. Toute l'après-midi, fourbu, le cheval, le cœur du cheval le lâche. Mais avant de mourir, juste devant la porte, il a eu le temps de dire au chien: Vous avez raison, j'aurais pu m'occuper de cette querelle de lézard. Et le chien qui fait: moi je t'avais bien prévenu, il n'y a pas de petite querelle comme il n'y a pas de petit incendie. Et pour soigner la vieille dame, le marabout recommande de l'enduire avec du sang de coq. Et un homme s'écrie: ah, il y a un coq dans le coin, et on donne la chasse au coq, et bientôt quelqu'un l'attrape par ses jambes. Et par ses pattes, et puisqu'il passe devant le chien, il fait: ah, j'aurais dû m'occuper de cette querelle de lézard. Et le chien qui fait: ah ben, moi je t'avais prévenu, il n'y a pas de petite querelle comme il n'y a pas de petit incendie. Eh bien, malheureusement, la vieille dame ne survit pas à ses brûlures. Bon, pour son enterrement, c'est la coutume qui veut, hein. Il faut d'abord ouvrir la tombe en y versant du sang de bouc. Aussitôt, un gaillard va se saisir du bouc par ses cornes, il le traîne, puisqu'il passe devant le chien avant d'arriver à la tombe. Il fait: ah, j'aurais pu m'occuper de cette querelle de lézard. Et le chien qui fait: je t'avais bien prévenu, mon gars, il n'y a pas de petite querelle comme il n'y a pas de petit incendie. Eh bien, 40 jours après l'enterrement, une cérémonie réunit tout le village et les habitants des villages environnants. C'est la tradition, hein. Bon, mais quand les gens ils viennent comme ça, il faut les nourrir quand même, hein. Et pour nourrir tout ce monde, le chef de famille est obligé de faire venir le... Ah, vous suivez. J'aurais dû m'occuper de cette querelle. Et le chien qui... Ah non, vous connaissez le reste. Ainsi donc, et les femmes préparent un bon festin, et le chien a sa part de festin. Ainsi donc, à cause d'une querelle entre deux petits lézards pour une mouche morte, querelle modeste dont personne n'a voulu s'occuper. Non seulement nos fiers amis, le coq, le bouc, le bœuf, le cheval y ont laissé leur vie, et il en résulta un incendie qui endeuilla toute la maisonnée. À petite cause, grands effets.
sommes en 1951. De nouveau, grâce à Théodore Monod, il obtient une bourse de l'UNESCO et vient 1 an à Paris. Il disait: J'avais 50 ans quand je suis venu en France. J'étais déjà une bouteille pleine. On ne pouvait que me colorer, on ne pouvait plus ajouter quelque chose à ce que je connaissais. De retour au Mali, il réalise des émissions culturelles à la radio française d'outre-mer. Il s'intéresse aussi à la presse écrite et publie de nombreux contes et récits historiques dans le mensuel africain Marche. En 1956, il participe à la Sorbonne au premier congrès international des écrivains et artistes noirs. Il y dessine les grands traits de la culture peul. Ils sont tous là sur la photo de famille. Il est là à l'extrême gauche avec son boubou blanc. Il y a Senghor et Césaire, mais aussi Franck Fanon, Cheikh Anta Diop, Richard White, Édouard Glissant, René Despestre et tant d'autres. Ces années précèdent celles du bouleversement majeur, l'indépendance de plusieurs pays africains. En 1962, il est élu à l'UNESCO. Il lui fait des discours remarqués, détonnants dans cette enceinte, comme celui que vous venez d'entendre. La politique, il considère que sa foi la lui interdit, il ne s'en occupe donc pas, du moins pas directement. Il accepte cependant d'être ambassadeur extraordinaire du Mali en Côte d'Ivoire, un rôle d'intermédiaire dans les négociations entre les États afin d'obtenir pour son pays un accès à la mer par le port d'Abidjan, même s'il se moque du titre. Moi, une excellence. Dites plutôt que j'étais un gardien de port. Et il parle vrai. Il agrémente ses discours d'anecdotes souvent, parfois cocasses, de citations et de proverbes souvent savoureux qui frappent les esprits et marquent ses éditoires, humbles ou puissants, célèbres ou anonymes. Allez à l'école du caméléon. C'est un très grand professeur. Et si vous l'observez, vous verrez qu'est-ce que le caméléon. D'abord, quand il prend une direction, il ne détourne jamais sa tête. Donc, ayez un objectif précis dans votre vie et que rien ne vous détourne de cet objectif. Et qu'est-ce qu'il fait le caméléon? Il ne tourne pas la tête, mais c'est l'œil qu'il tourne. Le jour où vous verrez un caméléon, regardez, vous verrez, c'est son œil qu'il tourne. Il regarde en haut, regarde en bas. Ça veut dire, informez-vous, ne croyez pas que vous êtes le seul existant de la Terre. Il y a toute l'ambiance autour de vous. Et le caméléon, quand il arrive dans un endroit, il prend la couleur du lieu. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est d'abord la tolérance et puis le savoir-vivre. C'est heurter les uns les autres n'arrange rien. Jamais on n'a rien construit dans la bagarre. La bagarre détruit. Donc, la mutuelle compréhension est un grand devoir. Il faudrait toujours chercher à comprendre notre prochain. Si nous existons, il faut admettre que lui aussi, il existe. Et qu'est-ce qu'il fait le caméléon? Quand il lève le pied, il balance. Il faut savoir que si les deux pieds posés ne s'enfoncent pas, c'est après qu'il va déposer les deux autres. Et il balance encore, il lève. Ça s'appelle de la prudence dans la marche. Et sa queue est préhensible. Il l'accroche, il ne se déplace pas comme ça, il l'accroche. Pour que si le devant s'enfonce, qu'il reste suspendu. Ça s'appelle assurer ses arrières. Ne soyez pas imprudents. Et qu'est-ce que le caméléon fait quand il voit une proie? Il ne se précipite pas là-dessus, mais il envoie sa langue. C'est sa langue qui va chercher la proie. Parce que ce n'est pas la petitesse de la proie qui dit qu'elle ne peut pas vous faire mourir.
Alors donc il envoie sa langue. Si sa langue peut lui ramener la proie, il la ramène tranquillement. Sinon, il a toujours la ressource de reprendre sa langue et d'éviter le mal. Donc, allez doucement dans tout ce que vous faites. Si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patient, soyez bon, soyez vivable, soyez humain. Bon, vous imaginez à la tribune de l'UNESCO ou dans les palais des républiques? Ça n'était pas un langage habituel et ça ne l'est toujours pas. Mais ce qu'il veut avant tout, c'est la reconnaissance des sources orales. Il veut que l'oralité africaine soit inscrite au patrimoine universel. Et il argumente autant qu'il séduit. Si les traditions africaines n'étaient pas recueillies à temps et couchées sur du papier, elles manqueront un jour dans les archives universelles de l'humanité. Et ce n'est pas tout, il ajoute. Dans quelques décennies, tous les instituts et institutions du monde, avec tout l'or de la terre, ne pourront combler ce qui sera une faille culturelle éternelle imputable à notre inattention. C'est pourquoi je demande que la sauvegarde des traditions orales soit considérée comme une opération de nécessité urgente, au même titre que la sauvegarde des monuments de Nubie. On peut recueillir cela, et d'autant plus actuellement, on peut le faire qu'on a des moyens. Il y a la radio, il y a le film, il y a le cinéma, on peut enregistrer, il y a des bandes magnétiques. Alors ça constitue, c'est la période qu'il faudrait, c'est la période la plus propice pour récolter. Et sans se soucier si c'est vrai ou non, mais faire d'abord la récolte en moisson, exactement comme celui qui va chercher des fruits dans la brousse. Il a dit aussi, il faut remporter une victoire totale sur l'ignorance. Et il s'en va rencontrer les chefs d'État africains pour tenter de les rallier à son projet. Et il parvient à les convaincre. Et comme l'oralité africaine, sa phrase s'inscrit au patrimoine universel. En Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. La phrase, la fameuse phrase, souvent reprise, parfois tronquée ou attribuée à l'oralité ou au Mali ou à l'Afrique, elle est restée sans doute l'une des plus célèbres citations du monde. Une phrase est le combat de toute une vie. Si le mot vieillard, ce n'est pas celui qui a un grand âge, c'est celui qui connaît. Alors donc, vous avez des vieillards de 20 ans et vous avez des enfants de 72 ans. Alors donc, c'est une question de savoir. Le mot ce n'est pas la question, c'est de savoir. Le vieillard est un homme qui connaît. Il ne faut pas seulement croire que ça veut dire absolument le vieillard en âge. Mais comme ce sont les vieillards en âge qui généralement sont ont le plus vécu, ont le mieux vu, et alors ils sont considérés comme les grands initiateurs. Il a le souci de transmettre au plus grand nombre. Aussi, il élabore un système alphabétique pour la transcription des langues africaines. Il va jusqu'à concevoir 2 alphabets, l'un en caractère latin, l'autre en caractère arabe. Et en écho de ses travaux scientifiques, il écrit des poèmes dans des petits cahiers à carreaux avec un très grand souci de la présentation du bel ouvrage. À propos, il disait: ce sont de très nombreux poèmes ou cycles poétiques que j'ai écrits en peul, soit sur l'enseignement mystique, soit d'inspiration personnelle, mais là encore, la main qui écrit n'est que l'instrument qui pose sur le papier le texte qui jaillit tout formé dans l'esprit. J'ai m'isolerai dans la haute brousse qui longe la rive des grands fleuves. Là, la lumière respire, ses rayons illuminent tout l'espace.
Même si l'or est enveloppé dans un chiffon souillé et jeté sur un village d'ordures, cela ne diminue en rien la valeur de l'or. Fais beaucoup de bien, puis va le jeter dans le fleuve. Si les poissons l'ignorent, Dieu le saura. Poème, maxime, sentence, haïku, des textes très courts écrits en adjami, écriture arabe adaptée à la langue peul dont il a dicté la traduction. Et il parcourt le monde, il donne des conférences, participe à des colloques et à des séminaires. En 1966, il est à Dakar pour le premier festival mondial des arts nègres, un grand moment. Il y croise ou entend de nouveau, outre Senghor lors de la manifestation, Aimé Césaire, Alioune Diop, mais aussi André Malraux, Michel Leris, Dick Ellington, Josephine Baker. Et il poursuit sa collecte. Il réunit, classe, transcrit, écrit et réécrit ses contes parmi les plus fameux. Kaïdara, Petit Podiel, Djedo Gewel sont des personnages mythiques qu'il a rendus célèbres. La tradition, l'oralité, le conte, c'est là le creuset de son savoir, de son enseignement. La hyène, le lion, le crapaud, la cigogne, la guenon, le crocodile sont ses alliés. Un bestiaire complice. Des professeurs malicieux et tendancieux. Il se fout d'eux. Il se moque d'eux. Tout comme il se moque des puissants, de la marâtre aquariâtre, de la coépouse envieuse ou du fou qui donne le roi qui reçoit une leçon du fou. Au cœur de la forêt, régnait un roi despote appelé Ejala. Il faisait bouillir d'angoisse la cervelle de ses sujets. Ses conseillers avaient beau faire, Ejala têtu comme une mule, ne levant le bras que pour frapper, il n'ouvrait sa bouche que pour insulter. Il demandait aux uns d'avaler des flammes et à d'autres de lécher un couteau tranchant. Et Dieu sait quoi d'autre encore. Or, dans la région, vivait un vieil homme réputé connaître beaucoup de choses. Chacun vantait sa grande sagesse. Ejala décida de le torturer. Il le fit venir et lui dit: ô vieil homme, il m'est revenu que tu te vantes de tout connaître. Répondit le vieux sage: je n'ai jamais eu la prétention de tout connaître. Je ne connais que ce que je sais. Et ce que je sais n'est qu'une goutte d'eau, alors que ce que je ne sais pas est un océan immense. Alors dis donc que tu ne connais rien, et cependant tu fais le gros nez devant tes prétendus élèves. Tu vas devoir faire un plongeon dans ta goutte d'eau pour trouver la réponse à cette question. Quand on laisse tomber un pilon dans un mortier vide, le bruit qu'on entend, vient-il du pilon ou du mortier? Réfléchis vite et tu réponds. Sinon, je vais te pendre immédiatement. Le bruit vient des deux. Et dans quelle proportion d'intensité? C'est là que tout va se passer. À ce moment, un fou écarta la foule et s'avança vers Ejala. Oh mon roi, aucun homme n'ayant été jamais frappé de commotion cérébrale ne posera de pareilles questions. Et pour y répondre, il faut avoir l'esprit fêlé. Aussi, est-ce moi qui va te donner satisfaction? Ce fou, grand gros gaillard et bien musclé, levant le bras, assénant au roi une gifle si sonore que tout le 20e entendit. Et s'écria-t-il:
est-ce de ta joue ou de ma main qu'est sorti le bruit? Et dans quelle proportion? Eh oui, on a parfois besoin d'un fou pour instruire un despote et nous manquons singulièrement de fous. Voilà donc un autre de ces contes, un conte parmi tant et tant. Tout est là, tout vient de là, tout part de là. La connaissance africaine est dans les contes, ce sont nos livres. Le conte est un miroir où chacun peut se découvrir. Le conte est une parole vivante qui vient des ancêtres. C'est le message d'hier destiné à demain transcrit à travers aujourd'hui. Conte à compter est une véridique. Pour les bambins qui se battent au clair de lune, mon conte est une histoire fantastique. Pour les fileuses de coton pendant les longues nuits de la saison froide, mon récit est un passe-temps délectable. Pour les mentons velus et les talons rugueux, c'est une simple révélation. Je suis à la fois futile, utile et instructeur. Les contes, les fables, les légendes, mais aussi ses engagements, son humanisme. La colonisation a créé à l'Afrique des besoins donc elle ne peut pas produire, elle ne peut pas s'en passer. Donc elle ne peut pas se séparer de l'Occident. Et ceci mis de côté d'ailleurs, qui peut être chez soi actuellement? Personne. Personne n'est plus chez lui. Nous sommes tous citoyens du monde. Alors nous avons un lieu de naissance, nous devons être citoyens de partout. Et alors c'est pourquoi il serait plutôt bon que nous soyons à l'entendement, à l'écoute les uns des autres, pour essayer de trouver ce que nous avons de commun pour bâtir le bonheur de demain. Et dans tout ça, l'homme doit être l'objectif principal. Parce que toute réalisation qui ne fait pas le bonheur de l'homme est une longue chose. C'est comme on tire à la cible et puis on rate le but. Le but de notre évolution doit être l'homme. Il a l'art du mot simple, juste et efficace. Et écoutez ça. Ce que vous ferez pour nous sans nous sera comme un vêtement que vous n'aurez pas confectionné sur mesure pour nous. Le résultat sera que vous aurez perdu l'étoffe sans que nous soyons habillés. Ou encore, nul ne peut voir seul le sommet de son crâne. Ou encore, l'Afrique est foncée, mais elle n'est pas obscure. Il possède le sens de la sentence du verbe et du proverbe. Il en connaît la force. La parole, elle écorche, elle coupe, elle modèle, elle module, elle informe, elle déforme, elle reforme, elle irrite, elle amplifie, elle abaisse, elle rehausse, elle apaise, elle rend malade selon sa charge, elle tue net. Une fois émise, on ne peut plus la rattraper, elle déclenche et termine tout. Profondément croyant, mystique, il pratique la tolérance et selon sa formule, la mutuelle compréhension. Il n'y a qu'un sommet en haut de la montagne, mais les chemins sont variés pour y parvenir. Je considère le judaïsme, l'islam et le christianisme comme les trois frères d'une famille polygame, où il n'y a qu'un seul père, mais où chaque mère a élevé son enfant selon la coutume qui lui est propre. Chacune des épouses a parlé de son époux à ses enfants selon sa propre conception. Il disait: je suis croyant, mais je ne suis pas bigot. Je suis croyant, mais je ne suis pas intolérant. Je ne mets pas Dieu dans un cadre en me disant: en dehors de là, il n'y a pas de Dieu, car en réalité, qu'est-ce que Dieu? C'est l'embarras des intelligences humaines. L'embarras des intelligences
l'intelligence humaine. Ailleurs, il avait ajouté: qu'est-ce que Dieu sinon un potier et en même temps un casseur de peau? Après avoir quitté l'UNESCO, il consacre sa vie à l'écrit, un récit aux portes de la fiction. L'étrange destin de Wangrin, en fait la vie d'un homme qui a réellement existé, un interprète fastueux, fantasque et attachant dont il a fait un personnage extraordinairement romanesque. Un récit et un regard porté sur une époque qu'il a vécue et sur un monde qu'il a côtoyé de fort près. Ce livre lui vaut le grand prix littéraire de l'Afrique noire. Il supervise le classement de ses archives. Il transcrit et met en ordre ses mémoires. Amkoulel l'enfant Peul, puis, oui mon commandant, 2 volumes publiés après sa mort. Tous 2 obtiennent un très grand succès de librairie. Un des tout premiers de l'Afrique francophone. L'âge venant est venu, il diminue ses activités, cesse de voyager, accorde de rares rencontres dans sa maison d'Abidjan et il disait: je ne voyage jamais sans mon linceul bien rangé au fond de la valise car j'attends la mort à tout instant. Elle ne me surprendra pas. La mort n'est pas une ennemie. La mort est un simple déménagement. On quitte une demeure pour une autre. La mort n'épuise pas l'âme, même si elle épuise le corps. Il disait aussi: combien de fois des jeunes gens m'ont dit: Monsieur Ampateba, vous êtes dépassé. Il leur a répondu: mais c'est vous qui n'êtes pas arrivé. Il disait aussi: les vieillards regardent l'avenir, mais l'avenir regarde les jeunes. Êtes-vous un sage comme celui de Mandela? Laissez-moi rire. D'ailleurs, des fois, tout à l'heure, quand vous avez dit Ampateba le sage, j'ai failli me retourner pour savoir. En tout cas, c'est pas moi. Je me demandais s'il n'y a pas un autre Ampateba là-bas, parce que mon frère sage. Je vous remercie beaucoup, mais je souhaiterais l'être. Voyez-vous. Il est tellement difficile au mot sage. Vous, personnellement, quelle définition vous donnez au mot sage? Quelle valeur vous lui accordez? Oh là là. Si vous cherchez un homme heureux que vous n'avez pas trouvé, venez chez moi parce que je danserai avec les bouffons, je parlerai avec les vagabonds, je peux fréquenter n'importe qui, n'importe où, je peux manger n'importe quoi. C'est pourquoi j'ai dit j'ai une peau de crocodile, un estomac d'Autriche et un cœur de tourterelle. Je ne me bats jamais. Et là, c'est le secret du bonheur. Je ne sais pas si c'est le bonheur, moi, mais je me trouve bien. Peut-être est-ce là le secret du bonheur. Les mots sans cesse, la distance, la simplicité, la présence, et au bout du compte, une force, une assurance. À propos des traditions, il disait: je suis contre la conservation aveugle et totale des traditions pour la conservation des traditions. Tout comme je suis contre la négation totale des traditions. Ce serait une abdication de la personnalité africaine. Et sur les religions, il disait ceci: de mon point de vue, militer pour la purification du comportement des musulmans et le retour aux sources est une bonne chose, mais à condition de ne point s'en faire un drapeau pour justifier la violence et l'intolérance. Cette dernière phrase, il l'a prononcée
Le 25 octobre 1981, il y a exactement 37 ans, elle n'a pas vieilli, malgré les rides de la déraison et de l'actualité. Face au péril des temps, les croyants des diverses religions ne peuvent plus s'offrir le luxe mortel de se dresser les uns contre les autres en de vaines polémiques, en de vaines querelles. Le temps n'est plus aux conversions systématiques de part et d'autre, mais à la convergence. Celle-ci est extraite d'une préface écrite en 1985. Les livres, les préfaces, les conférences, les entretiens, l'homme n'a exclu aucun moyen de communication. Les véhicules ont changé, la parole de Hampateba demeure. Il reste ses livres, ses mots, sa parole, des centaines de notes, de notes et d'anecdotes, de sagesse et de savoir, de malice et de sentence, d'exigence et de tolérance. Et cette oralité couchée sur du papier, ces mots auxquels il a donné la force de l'adage, ces mots de forgeron et de tisserand, ces leçons du petit pagne, de la poignée de poussière de la grande étoile, des deux lézards et du caméléon. Ces mots demeurent, ils sont là à la portée de curiosité. C'est en effet le 15 mai 1991 que Amadou Hampateba s'en est allé. Il a changé de domicile comme le siècle qu'il a vu naître à 91 ans. Le vieil homme est mort, mais la bibliothèque n'a pas brûlé. À Bamako, au Mali, le palais de la culture porte son nom. À Dakar, au Sénégal, c'est une université. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, la Fondation Amadou Hampateba archive et préserve son œuvre. Son nom est de ce que l'on connaît au-delà du continent. Riez, faites rire seulement, car toujours trop sérieux n'est pas très sérieux. Alors l'Afrique rit, l'Afrique a de la foi. Il aimait dire aussi que quand un enfant a les mains bien lavées, il peut malaxer le couscous des vieux.